Voilà. On est parti là maintenant sur un mini-cours sur la théorie des représentations, mais ça ne va pas être un cours de théorie des représentations, hein, c'est juste dans dans la tentative de montrer comment ça interagit avec les autres domaines des mathématiques et comment on peut présenter des jolies choses lors d'un oral de 15 minutes sur la théorie des représentations. Alors la théorie des représentations, on va commencer dans un premier temps à en rappeler les grandes lignes et ensuite on va regarder comment ça interfère et comment on peut raconter des petites histoires qui sont bien calibrées autour de ça. Euh, là, évidemment, je vais commencer quand même par une introduction importante sur le point de vue à avoir. Le point de vue à avoir, ben, évidemment, c'est une théorie, il va y avoir un minimum de formalisme, ça on peut pas y échapper, hein, c'est le formalisme des structures, c'est un formalisme qui est un petit peu austère, mais quand même qui est extrêmement puissant. Un peu de calcul, bon, ben, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, et puis beaucoup de bonheur, hein, voilà. Donc tout ça, c'est la théorie des représentations. Mais avant tout, avant d'être du formalisme, du calcul et du bonheur, il faut savoir quel est l'objet, quelle est la question qui est derrière, de quoi on parle. Et faut avoir, c'est comme tout, il faut avoir bricolé un petit peu dans la théorie des représentations, sans le formalisme, sans la théorie des caractères ici, hein, qui sont vraiment... cette théorie, c'est une théorie qui permet d'appuyer sur un bouton et d'obtenir des choses miraculeuses. Donc, faut pas non plus... C'est un monde, la théorie des représentations, où on risque d'être dépassé par la théorie. On risque d'avoir des concepts trop forts par rapport à ce on connaît du terrain, hein. Et c'est important un petit peu de faire un minimum de terrain. C'est ce qu'on va commencer par faire. Donc, on a un groupe G. Pour l'instant, je le suppose pas fini. Et ce que je vais appeler une représentation, c'est un morphisme on va être en dimension finie, hein, GLN de K. Et pour l'instant, K c'est un corps. Et c'est un corps, je suppose pas encore qu'il est complexe. Donc pour l'instant, complexe et fini, ça fait pas partie de la définition, mais par contre, c'est ρ et c'est un morphisme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend un groupe et on imagine une table de groupe et on veut remplacer chaque élément du groupe par une matrice NN, inversible, évidemment, de sorte à ce que ces matrices rendent compte de la table du groupe. C'est-à-dire que quand on multiplie deux matrices et qu'on regarde l'image, eh ben, c'est le produit des deux images. Voilà, ça va être important. Alors bien sûr, l'identité va aller vers la matrice identité. C'est un corollaire. Alors, vous commencez bas. On commence par le groupe trivial. G trivial. G trivial, il va y avoir juste l'identité. Et on veut aller dans GLN de K. On se rend compte qu'on n'a pas le choix. À E, faut lui associer forcément la matrice identité. Ok. Donc, bon, mais c'est toujours ça, on a fait quelque chose. Je vais prendre le groupe Z pour l'addition, et ça va aller dans GLN de K pour la multiplication, et ici, il suffit de savoir associer à 1 une matrice inversible. Je vais l'appeler A. Et une fois que je sais associer une matrice à 1, eh ben, N, quel que soit N dans Z, hein, ça va être A puissance N.
là, n égale choisi, je vais prendre m, parce que n c'est déjà la dimension, donc ici, a puissance m, et j'ai complètement défini mon morphisme ρ. Donc qu'est-ce que c'est qu'une représentation de z? C'est juste la donnée d'une matrice inversée. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va pouvoir attaquer, on a vu le groupe d'ordre 1, on va pouvoir attaquer le groupe d'ordre 2. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est le groupe d'ordre 2? C'est pour ça que j'ai fait z avant, c'est z sur 2z. Et si vous voulez un morphisme de z sur 2z dans GLN de K, eh ben c'est simple. Il suffit d'avoir un morphisme de z, d'accord, comme ça, qui va dans GLN de K, et ensuite qui passe au quotient. C'est-à-dire que là, à 1, on associe toujours une matrice A, d'accord, sauf qu'il faut que ça passe au quotient. Donc il faut que 2 soit, il suffit que 2 soit dans le noyau. C'est-à-dire qu'il faut que A puissance 2 soit l'identité. Donc maintenant, ça veut dire que une représentation de Z sur 2Z, c'est la donnée d'une matrice qui vérifie A2 égale identité. C'est-à-dire ce qu'on appelle une involution. D'accord ? Voilà. Donc là, on commence à comprendre que c'est lié à... Alors, on va supposer ici qu'on est en caractéristique différente de 2, et c'est lié à la réduction. Parce que si on est en caractéristique 2, et 2, vous remarquez que c'est justement pile l'ordre du groupe, et si on est en caractéristique 2, on va avoir un certain nombre de problèmes que je vais mettre à part, mais si on est en caractéristique différente de 2, alors on en appelle à la réduction, qui nous dit que comme x2 moins 1 est un polynôme scindé simple, en caractéristique différente de 2, alors ça c'est diagonalisable. Donc on voit tout de suite le lien entre la diagonalisation et la théorie des représentations, et donc on va avoir que A quitte à changer de base, donc passer par une matrice de passage, ça va être diagonalisable avec sur la diagonale des 1 et des moins 1. Alors maintenant, rappelons-nous qu'on a un groupe, donc restons groupés en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste des éléments indépendants les uns des autres, c'est vraiment un groupe, un ensemble de choses qui sont inséparables les uns des autres. Donc, si on doit regarder cette matrice-là, et il faut aussi regarder l'image de 1, mais l'image de 0 aussi, et l'image de 0, c'est forcément l'image de l'élément neutre, donc c'est l'identité. Donc on a l'identité. Eh bien, si on regarde la trace, alors, évidemment, là je suis parti sur la recherche d'invariants pour pouvoir, exactement comme dans la théorie des représentations, mais cette fois-ci, c'est des invariants groupés. D'accord ? On avait des invariants de réduction, hein, des invariants de similitude, donc les polynômes caractéristiques, etc., les polynômes minimaux et tout. Mais ici, on va chercher des invariants pour tout un groupe. D'accord ? Et le déterminant, regardez ici, le déterminant ne va pas être un bon invariant. Ici, regardez, vous voulez retrouver cette matrice-là, ça revient à retrouver, alors pas forcément P, d'accord, mais ici ça revient à retrouver le nombre de 1 et le nombre de moins 1, le déterminant va nous donner que la parité du nombre de moins 1. Et ici, le déterminant ne nous donne rien d'extraordinaire, il nous donne 1, quelque chose d'attendu. Là, c'est la trace qui va prendre, qui va prendre le pouvoir dans ce monde-là. Et on va voir déjà la prise de pouvoir de la trace dans cette histoire. Si vous prenez la trace de ρ de 0, donc ρ de 0, c'est la matrice identité, ça va être n, hein, la taille de la matrice. Et si vous
et donc c'est n, et c'est égal à A plus B. Alors ce que j'appelle A, c'est le nombre de 1, et B, c'est le nombre de moins 1. Maintenant, si je regarde la trace de ρ de 1, eh ben, c'est A, donc A moins B. Alors regardez, c'est là où c'est intéressant, j'ai un bon invariant quand même, manifestement, puisque si je me donne la trace de toutes les matrices obtenues en regardant mon groupe, alors je peux retrouver A et B. D'accord? Si je connais ces traces-là, alors je connais A et B. Et je vais retrouver ici ma matrice. Alors regardons ce que l'on a obtenu. De Kn, dans Kn, on avait pour tout G dans Z sur 2Z, un endomorphisme ρ de G inversible, d'accord, avec des compatibilités. Maintenant, on s'est ramené à l'aide d'une matrice, alors ça c'est des matrices, hein, à l'aide d'une matrice P, ici, à Kn, dans Kn, à quelque chose de plus sympa, avec pour G égale 0 la matrice identité, ou pour G égale 1, la matrice avec 1 et des moins 1. Voilà. Alors, là, on a une représentation aussi, d'accord? C'est-à-dire, c'est la représentation qui, à 0, associe la matrice identité, et à 1, la classe de 1, si vous voulez, associe cette matrice-là, où je vous rappelle qu'il y avait des A petit A1 et B moins 1. Donc là, on a une représentation, et cette représentation va être une représentation de référence. Mais il faut passer par P. Donc ici, cette représentation de référence, je vais l'appeler ρ0 de G, ce qui va faire que, quel que soit G, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ρ de G, ou ρ0 de G, est égal à, alors, on va de là à là, ça veut dire qu'on fait P moins 1, ρ de G, P. Voilà. D'accord? Pour aller de là à là. Donc maintenant, on a ça. Il est évident que si on se donne une représentation, et si on se donne donc une représentation d'un groupe G, et donc on se donne une représentation d'un groupe G, et une matrice inversible, ici de Kn dans Kn, ça va vous donner une autre représentation de G. Et en fait, ces représentations-là, on a vu que la trace était importante, hein, sur cet exemple, hein, et qu'elle permettait de retrouver cette matrice-là. C'est-à-dire que la trace va permettre de comprendre plus tard la représentation, mais pas forcément la représentation, mais ce qu'on appelle à isomorphisme près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un isomorphisme de représentation? Ben, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire ici, on va avoir un isomorphisme, là, entre cette représentation-là et cette représentation-là, et ce qu'on veut, c'est avoir que ρ0 de G et fois ρ P, si vous voulez, ou, comme c'est des matrices, on peut multiplier, est égal à P ρ de G, ou, si vous préférez, ρ0 P, ρ P, et, ou fois P, ou ρ P,
est égal à P rho rho. D'accord? Voilà. Donc ça, quand on a un morphisme, un isomorphisme qui commute et qui fait passer d'une représentation à l'autre, on a ce qu'on appelle un morphisme de représentation. Voilà. Donc ça va être l'objet important. D'abord, on va essayer de classer les représentations, la trace, ce qu'on va appeler le caractère de la représentation, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les traces quand on va faire défiler tous les éléments du groupe, ça va nous aider à connaître la représentation, mais pas la matrice en elle-même, on ne retrouvera jamais la matrice en elle-même, mais par contre, ça va nous permettre de retrouver une classe d'isomorphisme de représentation. Voilà. Alors si ça vous a mis en appétit, là maintenant, on attaque un groupe un tout petit peu plus grand. Faut pas être trop ambitieux, mais si on regarde Z sur 3Z, pareil, on va avoir des représentations. On va avoir forcément, vous avez compris, il faut assigner à 1 une matrice A telle que A au cube est égal à identité. Tant qu'il n'y a qu'un seul générateur, c'est facile, on regarde l'image de ce générateur, mais avec les générateurs, il y a les relations que le générateur doit absolument vérifier. Et A3 égale identité, on va supposer maintenant, vous avez compris, qu'on est en caractéristiques différentes de 3 pour avoir de la diagonalisabilité, et on va avoir des racines cubiques. On va supposer qu'on a les 3, imaginons qu'on est sur un corps où il y a les 3 racines cubiques de l'unité, donc qu'on va appeler, il y a 1, J et J2, d'accord, les trois racines cubiques de l'unité, distinctes, puisque là ici on a une caractéristique différente de 3, et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir que A va être égal à P, il va y avoir un certain nombre de 1, un certain nombre de J, un certain nombre de J2, parce que A est diagonalisable, puisqu'elle est annulée par un polynôme x3-1 qui va être scindé simple sur le corps. Voilà. Donc maintenant, on se dit, tiens, je vais peut-être pas avoir P directement avec les traces, mais les traces vont me donner, si on fait un tir groupé, c'est-à-dire si on regarde, si j'appelle A, B, C, ici le nombre de 1, de J et de J2 respectivement, alors j'ai A plus B plus C, ça va être la trace de ρ de 0, c'est la trace de l'identité, A plus BJ plus CJ2, ça va être la trace de ρ de 1, voilà, et maintenant, 2, il va aller vers quoi? Il va aller forcément vers A2, puisque c'est un morphisme, et donc ici, on va prendre A2 au carré, qui va être semblable à cette matrice au carré qui est facile à calculer, et on a A plus BJ2 plus CJ égale la trace. Donc si on a un tir groupé, si on a un caractère, c'est-à-dire un ensemble de traces, alors vous voyez qu'on peut retrouver A, B, C, et là vous avez compris, et même je pense que vous avez compris même pour Z sur NZ, c'est une matrice de Van der Monde, avec ici, basée sur les racines énièmes de l'unité. Donc on peut retrouver notre matrice, mais toujours pareil, à isomorphisme de représentation près. Alors, il reste encore une chose à regarder, une fois qu'on a vu le cas cyclique, c'est pas trop difficile de comprendre le cas abélien, et puis on attaque le groupe non abélien. Le premier groupe non abélien que vous devez connaître, le groupe d'expérience non abélien, c'est le groupe symétrique S3. Et là, le groupe symétrique S3 est le premier non abélien, donc ça va être une excellente expérience. Et regardez, vous avez S3 et vous voulez aller dans, par exemple, GLN de K. Eh bien,
il y a une représentation qu'on connaissait bien avant de faire des représentations, c'est ce qu'on appelle la représentation par permutation, c'est les matrices de permutation. Ici, vous savez, bon, alors on est sur K, hein, on n'a pas besoin pour l'instant d'être sur C, à une permutation d'un ensemble à 3 éléments, on va faire correspondre la matrice de permutation ici, d'accord, donc qui est définie comme delta I, sigma de I, donc il faut que pour chaque colonne, hein, on regarde, on va mettre un 1 sur la ligne qui correspond à l'image par sigma de la colonne. Et ça, c'est une matrice de permutation, on a une représentation. Par contre, tout à l'heure, les représentations, quand on était dans Z sur 3Z, elles étaient codiagonalisables. Alors ça, justement, hein, toute la théorie des représentations, c'est une espèce de généralisation de la codiagonalisation. D'accord ? Et vous connaissez un théorème qui dit que quand des matrices sont diagonalisables, ce qui est le cas parce qu'on s'est arrangé avec le fait qu'elles étaient diagonalisables, eh ben, elles sont, si elles commutent entre elles, même si vous avez plein de matrices, même une infinité de matrices, hein, si elles commutent entre elles, alors elles sont codiagonalisables, c'est-à-dire qu'il va exister cette matrice P, ici inversible, qui va rendre toutes les matrices diagonales. Mais là, c'est pas le cas. Alors, remarquez que ici, s'il existait une matrice qui les diagonalisait toutes, alors comme les matrices diagonales commutent entre elles, les conjugués une matrice diagonalisable par une matrice commune commuteraient entre elles aussi, et comme ça c'est injectif, d'accord, ça c'est très facile de voir que c'est injectif. Si ici les matrices seraient commuteraient entre elles, ça voudrait dire que lui serait commutatif. Or, on l'a pris non abélien. Donc ici, on a un truc, ça va être, ça ne va pas être, il n'y a pas de codiagonalisation. D'accord ? Pas de codiagonalisation. Et maintenant, on va remplacer ce problème de diagonalisation par un problème de diagonalisation par bloc. En fait, quand arrive le cas non abélien, alors à condition qu'on soit, vous avez vu qu'il a fallu avoir des racines de l'unité, donc c'est pour ça qu'on va travailler sur C, hein, donc pour avoir de la diagonalisation, hein, d'accord, parce que ici, maintenant, on comprend pourquoi on travaille sur les groupes finis, parce que comme ça, groupe fini, on va avoir Lagrange, d'accord, qui va faire que pour tout G, il va y avoir un G puissance K qui va être égal à E, ça veut dire que ρ de G puissance K qui est égal à ρ de G puissance K, d'accord, ok, ici ça va être l'identité, et donc on va avoir xk égale moins 1 qui va annuler, et à la fois le fait d'avoir des groupes finis et d'avoir une situation sur C, ça va faire que ça va être scindé, simple et diagonalisable. On a envie que quand ils arrivent groupés, ils soient codiagonalisables, mais on voit bien que ça ne peut pas, dès que c'est non abélien. Quand c'est abélien, ça va bien marcher, abélien fini, mais quand c'est non abélien, ça va plus marcher du tout. Voilà. Bien. Donc on va commencer avec un minimum de formalisme. D'abord, on va se rappeler qu'une action de groupe, quand on a G et un ensemble X, une action de groupe, c'est ici une application de G croix X dans X, d'accord, qui est à Gx donne G.X, et deux axiomes, ça, on a vu ça assez souvent. Et ça peut se voir comme un morphisme de G dans le groupe symétrique de X. D'accord ?
qui, à G, associe phi G, qui va être la permutation de X engendrée par l'action de petit g sur X. Voilà. Donc maintenant, c'est important de voir que si X est un espace vectoriel, E, d'accord, alors une représentation, ça va être... on peut la voir comme ce qu'on avait fait ici, un morphisme, ici, donc ça c'est phi, là ça va être rho, de G dans GL de E, bon, qui est assimilé à GLN de K, d'accord, et aussi, alors, donc ici, vous voyez que le linéaire a remplacé la permutation purement ensembliste, d'accord, mais ça peut être vu aussi comme quelque chose qui a G et un vecteur V associe donc un certain G.V, d'accord. Et c'est quand même plus sympathique comme ça, c'est plus direct, c'est plus instinctif, on va directement du producteur au consommateur. Je vous engage à regarder les choses sous cet angle, parce que les choses sont beaucoup plus simples sous cet angle et beaucoup plus formalistes sous celle-là. Ici, c'est ce qu'on appelle les représentations, c'est-à-dire que la représentation, en toute logique, il y aura des abus de langage, ça je l'annonce, en toute logique, c'est un morphisme qui va d'un groupe vers un autre, donc c'est déjà très abstrait, alors que là, c'est une action, d'accord? C'est déjà beaucoup plus concret, d'accord? Et on va pouvoir dire des choses plus simplement. Par exemple, ici, quand on a dit que modulo isomorphisme, on voulait, par exemple, PA, P-1, on voulait de la diagonalisation par bloc. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un bloc ici avec des zéros? Ça veut dire qu'on a un sous-espace de E qui va être stable par tous les G, à G, donc c'est l'image de G maintenant, ici, pour tous les G dans grand G. Et vous voyez, ici c'est quand même assez compliqué, faut dire ce que c'est qu'un morphisme de représentation, faut dire ce que c'est qu'un isomorphisme de représentation, etc., etc. Alors que là, les choses sont beaucoup plus simples. Bon, tu veux qu'on s'arrête? On fait une pause? Encore moins de lait phosphate, encore moins de la lessive. Le nouveau Le Chat Machine, c'est rien que du naturel. Ok, là les choses sont beaucoup plus simples. Qu'est-ce que c'est qu'une sous-représentation? Là, on va s'embêter pour le définir. Là, une sous-représentation, c'est un sous-espace F, ici, qui est stable pour l'action. Donc en gros, ici, ρ de G va stabiliser F, quel que soit G. Et ça va se voir ici. Alors, là, ce qu'on a défini, c'est ce qu'on appelle une sous-représentation, quand on est dans cette vision-là, et un sous-G module, quand on a, ça revient au même, c'est juste de la terminologie, quand on a cette vision-là. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une sous-représentation, a priori, qu'on va avoir de la codiagonalisation. Parce que ce qu'on voulait, ce qu'on avait dit dès le départ, c'est qu'on voulait de la codiagonalisation. Pour l'instant, le fait d'avoir une sous-représentation, ça veut dire qu'on a de la codiagonalisation, trigonalisation par bloc. Voilà. Hop. Donc là, c'est ça. Mais a posteriori, ce qu'on va avoir, si on est sur C, et si les groupes sont finis, ça c'est toujours important, c'est le cours, alors on va avoir
Quand il y a cotrigonalisation, il y a automatiquement codiagonalisation. C'est le théorème de Maschke qu'on va voir tout de suite. Ok. Donc le théorème de Maschke, qu'est-ce qu'il dit? Alors on va se situer sur C. On fera une remarque après. Le groupe maintenant, il est fini. Et le théorème de Maschke, il dit que si E est un espace sur lequel G agit linéairement, donc c'est une représentation de G, ou un G-module si vous préférez, et si F est un sous-espace de E stable par la représentation, donc par tous les G, alors il existe F', une sous-représentation de E, qui est en somme directe avec E. D'accord? Donc c'est quelque chose d'important, et vous voyez, faut tout de suite en avoir une vision matricielle, d'accord? Donc vous avez ici F, et vous prenez une base, vous allez écrire donc ça dans une base, quitte à changer de base, d'accord? Donc au départ, ρ, c'était une application de G dans GLN de C, c'était des matrices. Quitte à changer de base de sorte à ce que les premiers vecteurs soient une base de f, vous allez avoir ici une matrice diagonale et des zéros là. Et a priori, vous avez ici une autre matrice diagonale, mais aussi des éléments là. Ça, c'est a priori. Après, a posteriori, avec le théorème de Maschke, quitte à continuer à vous allez changer de base de sorte à avoir maintenant ici, allez, on va voir si le rouge y marche, ici vous voulez une base de f', donc là ici vous allez avoir un f1 qui va devenir maintenant dans votre nouvelle base f', et bien dans ce f', ici il n'y a plus que des zéros, et c'est devenu, puisque f' est une sous-représentation, ce qui veut dire que c'est stable par G. Alors ça, d'accord, ça c'est vos matrices, votre matrice AG, ici, ça c'est AG. Voilà. Groupé, donc on va dire que c'est semblable à la matrice AG, mais attention, quand on dit semblable, c'est semblable à modulo une matrice inversible, une matrice de passage qui est indépendante de tous les petits G. Donc il faut que ce soit semblable, co-semblable, en quelque sorte, à tout ça. Voilà. Bon, alors, comment... C'est important d'avoir une petite idée de preuve du théorème de Maschke. C'est que au départ, donc on voit ces matrices comme des endomorphismes, d'accord, de Cn, et sur Cn, on met la forme hermitienne canonique que vous connaissez, donc c'est somme de Zi de i égale 1 à n, on regarde les coordonnées, donc ZZ', c'est ça, et ZI, comme ça, et là-dessus, on va moyenner, alors ça dans la théorie des représentations des groupes finis, et des groupes compacts, si on va plus loin, la moyenne, l'idée de la moyenne, c'est extrêmement important. Donc on va moyenner et on va construire une forme sur Cn qui va être G invariante, c'est-à-dire qu'on va regarder la somme, alors on fait la moyenne, pour G dans grand G, qui est fini, de GZ, GZ'. Et ça va être ZZ'. Et à quoi elle sert cette forme? Eh bien, elle va être G invariante, et elle va vérifier que GZ, on va mettre H, parce que G il a déjà été pris ici, voilà, quel que soit H dans grand H,
eh ben, le fait d'avoir moyenné, le fait d'avoir un groupe, on fait un changement de variable et on voit que ça fait Z, Z' indice G. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça va être encore une forme hermitienne définie positive, et les éléments, donc je devrais mettre des ρ partout. Je fais déjà des abus de notation, ou des points ici. Voilà. Ici, on a ça. D'accord? Alors, ça veut dire que pour cette forme, les ρ de H sont unitaires, quel que soit H dans G. Et ce qui est important, c'est que maintenant, pour cette forme-là, comme elle est hermitienne définie positive, je vais prendre F orthogonale, pour cette forme, et on va bien avoir que F et F' sont en somme directe, ça c'est le côté défini positif, c'est-à-dire que à cause du fait que c'est défini positif, on ne peut pas avoir quoi que ce soit dans l'intersection à part 0, d'accord? Parce qu'il faudrait que sa forme hermitienne soit nulle, donc c'est nul. Et ici, et comme la dimension coïncide bien, on a une somme directe, hein, ça tout le monde le sait, et maintenant on va avoir ça, et de plus, le fait que que la forme soit G invariante, ici c'est pas H, c'est G, pardon, le fait que la forme soit G invariante va faire que F' est une sous-représentation. C'est-à-dire que c'est facile de voir que si H appartient à G, et X appartient à F orthogonale, alors H.X appartient encore à F orthogonale, et ça, on le montre grâce à cette formule. Après, il y a d'autres méthodes, hein, mais c'est déjà pas mal, il y a des méthodes. En fait, le théorème de Maschke, on peut le faire en moyennant une projection sur F, et l'avantage, c'est on n'a pas besoin de forme hermitienne, et on a juste besoin, parce que ça c'est quelque chose à connaître, on a juste besoin pour ça d'avoir que la caractéristique est soit nulle, c'est caractéristique du corps, on n'a pas besoin d'être sur C, on a besoin de juste que la caractéristique du corps est soit nulle, soit alors ne divise pas, parce qu'on fait des moyennes, ne divise pas le cardinal de G. Ok. Quelles sont les conséquences du théorème de Maschke pour le problème qui nous anime? Le problème, je vous rappelle, c'est de connaître toutes les représentations d'un groupe fini donné. Alors, le théorème de Maschke, il va nous aider à trouver justement ces représentations en disant, eh ben, à partir du moment où un espace E muni d'une action linéaire d'un groupe peut se décomposer dès que j'ai un sous-espace stable. Dès que vous avez un sous-espace stable, vous avez un supplémentaire stable. Alors maintenant, à chaque fois que vous pouvez trouver un sous-espace qui est stable pour tout G, eh ben, vous allez avoir des supplémentaires. On fait pareil pour F', et on va avoir E1, disons F1, je vais écrire comme ça, F1 plus F2, et on va continuer, et à un moment, on va atteindre une borne maximale où ces sous-espaces-là ne possèdent pas de sous-espaces stables non triviaux. On dit alors qu'ils sont simples. Et ce qu'il y a de bien, ça veut dire que matriciellement, la simplicité, ça veut dire qu'on va avoir un sous-espace qui va être stable, ici, et ça, c'est minimal. Vous voyez, c'est un peu naturel. Quand on avait commencé avec les groupes abéliens, on a vu qu'on avait atteint la simplicité avec la dimension 1. Hein, d'accord, on avait des blocs diagonaux, c'était diagonalisable, c'est des blocs diagonaux de taille 1. Donc là, il n'y a pas plus simple. Mais
quand on est passé au non abélien, ben, on est tombé sur des blocs qui ne sont pas de taille 1. Et en fait, il y a cette notion qui arrive de blocs minimaux en quelque sorte, et ça va être simple. Ici, vous avez donc E qui va se décomposer en sous-espace simple, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la semi-simplicité. Donc le théorème de Mach est un théorème de semi-simplicité. Il nous dit qu'on peut avoir des blocs diagonaux minimaux qui ne possèdent pas de sous-blocs ici, d'accord? Alors attention, un sous-bloc ne voudrait pas dire que c'est diagonalisable par bloc, ça voudrait dire que c'est trigonalisable par bloc, mais on peut avoir ces sous-blocs qui sont minimaux. Voilà. Donc maintenant, dans notre recherche, dans notre quête des représentations, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de trouver des représentations qui sont minimales, des représentations qui sont simples. On cherche les représentations simples du groupe G, à isomorphisme près, évidemment. Une fois qu'on a les simples, il suffit de les concaténer pour les avoir toutes. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, ces représentations-là, c'est d'abord une petite recherche à la main qui va nous aider. Hein, il faut des petits indices, il faut une petite enquête sur le groupe, il faut faire une petite enquête avec des indices pour réussir à la fin à les avoir. Mais une fois qu'on a toutes les simples, voilà, on va les avoir toutes. Et deuxièmement, c'est là qu'on va se servir des caractères. Alors, c'est-à-dire des traces, d'un ensemble de traces groupées par le groupe lui-même. Alors, la première chose, c'est sur les petites choses, le petit bricolage pour trouver, quand on a un groupe G, qu'est-ce qu'on a comme représentation. Hein. Alors ici, on les appellera les IREPS. Hein. Les IREPS, c'est les représentations irréductibles. Hein. Mais déjà, des représentations, quitte à creuser dans les représentations, des représentations irréductibles, d'accord, hein, vous avez c'est pas grave, hein, si on a une représentation non irréductible, bah, c'est déjà une première étape. Ensuite, on creusera, on va sculpter dedans des représentations irréductibles. Donc ici, comment trouver des représentations? En général, ça dépend quand même beaucoup du groupe. Hein. Bon, par exemple, Sn, bah, il agit sur, il va y avoir les matrices de permutation. Donc, il va y avoir la signature. Voilà, parce qu'on connaît le groupe, d'accord? Mais en général, quand on ne connaît pas le groupe, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, d'abord, on a la représentation triviale. Ça, elle marche à tous les coups. On a retrieve qui, à tout G, associe IN. Et ça déçoit jamais, c'est toujours une représentation. Vous allez me dire, ça sert à rien. Si, ça va servir quand on va sculpter. Hein, donc ça va être une espèce d'élément neutre des représentations, mais ça va servir surtout quand on va devoir élaguer, en quelque sorte, pour partir d'une représentation et avoir une simple. Mais c'est utile aussi à d'autres choses. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que à partir d'une action, si on connaît une action de groupe, donc G va agir sur un ensemble fini, d'accord, donc de 1 à n par exemple, donc l'ensemble des éléments de 1 à n, donc tout ensemble fini, hein, peut-être vu comme l'ensemble des éléments de 1 à n, d'accord. Donc on a une action, alors vous allez me dire où est-ce qu'on va trouver une action de groupe? Toujours, un groupe il se débrouille toujours à agir, hein, comme on dit, un groupe il suffit qu'il traverse la rue, il en trouve une d'action. Alors ici, on en fait ici
une action linéaire qu'on appelle action par permutation sur C puissance n. D'accord? C'est-à-dire à G, étant donné qu'elle est linéaire, il suffit de regarder sur EI, et là, on va lui associer à G et EI, E indice G point I, puisque le groupe G agissait sur un N. Donc ça, vous l'avez compris, je pense. Quand on va regarder ça comme morphisme, ça va nous donner des... on va aller dans GL N de C, donc, pardon, Rho, ici à G, on va regarder ici la matrice de permutation, P indice sigma de G. Alors tout à l'heure je l'ai appelé phi indice G, donc je vais prendre phi indice G. Ici, phi indice G, ça va être le morphisme. On sait qu'une action, on l'a dit tout à l'heure, hein, une action ça revient à un morphisme. On a un morphisme de G dans Sn, qui à petit g donne phi indice G. Voilà. Donc c'est la matrice de permutation ici. Alors, pour faire le lien entre la représentation ici, qu'on appelle représentation par permutation, et l'action qui était au départ, qui a permis de la définir, et ben, vous voyez que quand on va faire la trace, qu'est-ce que c'est que la trace de phi g? C'est le nombre de 1 qu'on va avoir, comme là il n'y a que des 0 et des 1, c'est le nombre de 1 qu'on va avoir sur la diagonale, et c'est le nombre d'invariants, hein, pour donc le nombre d'invariants pour 2G. Le nombre d'éléments qui n'ont pas bougé, le nombre de i, tel que g.i, est égal à i. Voilà. Donc on vient de dire qu'à partir d'une action, une simple action de g, on pouvait en tirer une représentation qu'on appelle représentation par permutation de l'action donnée. Alors, quelles sont les actions de g qui sont bien connues? Eh bien, g agit sur lui-même à gauche, par multiplication à gauche. D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous avez G croix G dans G, qui a GH associe GH. Juste, ça, c'est une action. Et donc, je vous rappelle que cette action permet justement de montrer le théorème de Cayley, hein, que tout groupe fini s'injecte dans un SL. Et c'est le côté injectif qui est important dans cette action, ce qu'on appelle une action fidèle. Et on va en tirer une représentation par permutation qui s'appelle la représentation régulière. C'est pas ma fille d'amour, c'est ma régulière. Elle a fait les beaux jours de depuis nos airs. Donc, en fait, ça veut dire qu'à partir de G, on en fait un espace indexé par une base canonique de l'espace, qui est indexé, pardon, l'espace engendré par une base canonique de l'espace qui est indexée par G. Donc la dimension, c'est le cardinal de G, d'accord? Donc ça va être la taille des matrices, si vous voulez. Et avec le fait que quand on va prendre G quand il va agir sur EH, ça va être E de GH. Voilà notre représentation par permutation, hein, d'accord, voilà. Et elle va être importante parce qu'elle est injective à cause déjà de l'injection que représente l'action, et non seulement elle est injective, mais en plus de ça, en théorie, toutes les représentations simples ou irréductibles, hein, ce qu'on appelle simple ou irréductible, ce sera pareil, hein, je vais mélanger les deux, de G, sont dedans. On peut sculpter, en théorie,
Maintenant, en pratique, on ne le fait pas. Mais parce que c'est un objet trop énorme hein, pour qu'on sculpte dedans, pour que ce soit rentable de sculpter, faut faire un travail d'orfèvre un petit peu plus fin. Mais toutes les représentations injectives sont, les représentations irréductibles sont dedans. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme autre fabrique des représentations? La fabrique des représentations, ce qui va être le plus utile, alors vous avez des tas de façons de fabriquer des représentations, déjà avec deux représentations, vous pouvez les concaténer comme ça, ce qu'on appelle la somme directe de deux représentations, hein, d'accord? Ça veut dire que par bloc, vous mettez une représentation là, vous mettez l'autre là, en blocs diagonaux, et ici vous mettez des zéros, ça vous fait une autre représentation, forcément, par calcul par bloc. Et, mais par contre, vous supposez que V et W sont deux espaces de représentation, donc deux G modules, donc sont munis d'une action linéaire de G, alors sur les morphismes, alors attention, hein, les morphismes sur C, hein, donc là, je peux construire une structure de G module. Alors ici est un G module, et là ça va être important et même fondamental. C'est-à-dire, vous prenez ici un morphisme, alors attention, hein, c'est un morphisme d'espace, hein, phi, ici c'est un morphisme d'espace. D'accord? C'est le sens du C ici, et je vais construire G.phi de V dans W, voilà, de sorte, bah oui, c'est complètement naturel. Ici, j'ai G qui agit, donc ce que je vais appeler ρV de G, qui va être un automorphisme de V. Ici, j'ai ρW de G. Et donc, je récupère comme ceci. Ça veut dire que G.phi, c'est quoi? On a phi rond V de G moins 1, et ici, ρW de G rond. Voilà. Et ça, on montre que ça nous fait une nouvelle représentation. Ce qui veut dire que dès que vous avez une petite action, vous en déduisez une représentation par permutation, et après, vous faites de la combinatoire de tout ça, et vous avez des nouvelles représentations, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un truc qui va nous dire stop. C'est la théorie des caractères hein, qui va, à un moment, dire ça y est, on les a toutes. Voilà. C'est mieux que de partir de la régulière et de sculpter dedans, où là, c'est pas gérable, c'est inextricable. Voilà, donc après avoir vu les représentations, on regarde les caractères. À une représentation, on associe un caractère, et on verra que à un caractère, on peut associer une représentation, mais pas tout à fait, une classe d'isomorphisme de représentation. Alors là, il faut faire attention, parce que là, ça va être tellement facile d'utiliser les caractères pour étudier les représentations qu'on en oublie, on risque d'en oublier la représentation selon le principe que quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Donc si la lune c'est la représentation, faut pas juste se contenter de regarder le doigt. Le doigt il sert, mais il sert normalement aux représentations ici. Alors le théorème qui va faire tout basculer de la théorie des représentations à la théorie des caractères, c'est le théorème de Isai-Schur, qui dit que si ρ est une représentation, bon, on lui associe le caractère avec la trace de la représentation, donc je vous rappelle que ρ c'est un morphisme, et on lui associe une simple fonction. Pour l'instant, c'est une simple fonction, hein, donc ça va de G dans C, donc c'est cette trace, et il se trouve que les caractères des représentations irréductibles, on avait vu avec le théorème de Maschke qu'on avait juste besoin des représentations irréductibles, hein, mais là, les caractères des représentations irréductibles, ça forme une base orthonormée de l'espace des fonctions centrales sur G. Alors, si on doit expliquer, les fonctions sur G, c'est des fonctions qui vont de G dans C. Centrales,
ça veut dire que elles sont constantes sur les classes de conjugaison de G, c'est-à-dire f de h, g, h-1, c'est f de g, et base orthonormée parce que, base orthonormée en fait, on devrait dire base unitaire, parce qu'il y a une forme hermitienne sur l'espace des fonctions. Donc on prend deux fonctions de G dans C. Comme on va dans C, on va récupérer la structure de C, la structure finalement hermitienne de C. Donc phi psi, on fait la moyenne du conjugué de phi de G et fois psi de G. Et ça nous donne, on voit facilement que ça nous donne une forme hermitienne. Voilà. Alors c'est ça qui va faire que toutes les représentations vont se voir comme des caractères, et les caractères vont se décomposer dans la base orthonormée des irréductibles. Si vous avez l'expérience des bases orthonormées, c'est très facile de regarder quelle est la coordonnée dans une base orthonormée, parce qu'on a une forme qui nous sert à ça. Voilà. Donc, je veux quand même montrer quand même cette magie, comment on est passé des représentations à de bêtes fonctions. Les représentations, vous imaginez, ce sont des matrices, quoi. C'est des matrices NN, il y a N2 éléments, c'est énorme, quoi. Imaginez un N très grand, voilà. Alors que là, ce sont juste des fonctions, c'est-à-dire juste des traces. On s'est ramené à un élément par élément du groupe, quoi. Donc un complexe par élément du groupe. Donc voilà, ce miracle, il faut quand même un petit peu l'expliquer. Et voilà, j'ai essayé de donner le schéma, comme on peut l'avoir dans sa tête. D'abord, si V est un G-module, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle par abus de langage une représentation, donc c'est un espace sur lequel le groupe fini G agit, un espace sur C, alors on a un projecteur qui va de V dans les G invariants, c'est-à-dire les éléments qui sont invariants par tout rho de G, d'accord? Et ce projecteur, c'est facile, c'est P de V, on fait la moyenne des rho de G sur V. Effectivement, c'est facile de voir que quand on va faire quand on va regarder rho de H sur un élément comme ça, eh ben ça va être invariant grâce à un changement de variable. Voilà. Mais c'est pas tout. Il faut voir que si on est sur l'orthogonale, on avait vu qu'il y avait une forme hermitienne qui était G invariante sur V. Eh ben ça nous permet d'avoir l'orthogonale. C'est très facile de voir que sur l'orthogonale, eh ben P de V s'annule. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder par la définition même de l'orthogonale. Donc maintenant, du coup, encore un deuxième truc assez génial, c'est que, alors ici c'est surjectif, parce que quand vous allez prendre V dans VG, ici, il va s'envoyer sur lui-même, évidemment, parce qu'on a pris la moyenne, justement, parce qu'on a pris la moyenne. Maintenant, donc, la dimension de VG, c'est donc la trace de P. C'est-à-dire, au départ, c'est le rang de P. Mais comme P est un projecteur, le rang, c'est la trace. Voilà. Donc ici, on a la trace, et la trace, par linéarité, eh ben, ça fait qu'on se ramène à prendre la moyenne des caractères sur G. Alors ça, on le garde de côté, et on va y repenser tout à l'heure. Alors, on va appliquer ce qui est ici à V, mais pour un V particulier. En fait, on va prendre deux représentations V et W, et ici, on veut regarder les applications linéaires de V dans W. On a mis l'autre fois une structure de G-module là-dessus, et donc, alors comment on fait agir G en faisant agir à droite par V, en tordant par l'inverse, et à gauche par W. Ça nous fait une structure. Et avec cette structure, c'est très facile de voir que les invariants
ici, les G invariants, ceux qui ne bougent pas quand on applique cette structure à G, eh ben, ce sont les éléments qui commutent avec G. Alors je vous ai fait un petit schéma ici. Voilà un élément typique qui va commuter. Donc on a phi ici, d'accord, et qui va de V dans W. C'est un élément de ohm C de VW. Et ici on le retrouve alors qu'on est passé à gauche par rho V, donc il se retrouve à droite en fait, bon, c'est pas grave, et ici par rho W, et donc ce diagramme est commutatif, et c'est ça ce qu'on appelle un morphisme de représentation. Phi, là, est un morphisme de représentation. Donc les morphismes de représentation, parmi les applications linéaires tout court, sont juste les G invariants pour l'action de G qu'on a mise l'autre fois. Alors, ça va être important. Maintenant, cette représentation qu'on a mis sur les applications linéaires, elle a un caractère. Ça, c'est pas difficile à calculer en prenant des bases, des bonnes bases de vecteurs propres pour chaque petit g. Hein, on sait que rho de g, c'est toujours diagonalisable, et on prend des bases de vecteurs propres pour v, pour w, on arrive à se débrouiller, à calculer le caractère, et le caractère, on l'écrit en fonction du caractère de v et du caractère de w, et ça nous fait une jolie formule. Voilà, donc maintenant, on applique le lemme de Schur. Voilà, donc on part du lemme de Schur, V et W étant irréductibles, d'accord? Alors, les morphismes de représentation, hein, d'accord, qui sont finalement les G invariants, eh bien, c'est de dimension 0 si V n'est pas isomorphe à W. Ben oui, en fait, ce qui va se passer, c'est comme c'est irréductible, le noyau est une sous-représentation et l'image est une sous-représentation. Mais comme c'est irréductible, eh ben, le noyau est forcément soit nul, soit tout. Et ça ne peut pas être tout si V n'est pas isomorphe à W. Et si V est isomorphe à W, ben, on voit que comme c'est algébriquement clos, on a des sous-espaces propres qui nous prouvent un sous-espace propre pour un morphisme de représentation est forcément stable, et donc c'est comme il est non nul, c'est forcément tout, et donc si le sous-espace propre c'est tout, c'est que on a une homothétie. Donc en fait, entre deux irréductibles, les homomorphismes G invariants, soit il n'y en a pas, parce que sinon ce serait isomorphe, et là on est dans le cas où ça l'est pas, soit alors c'est juste une homothétie, donc c'est isomorphe à C. Je devrais mettre ici isomorphe. Voilà, donc vous voyez la base orthonormée des caractères. Quand on va regarder les caractères, ici, quand on va écrire la dimension de ça, c'est égal à 0 ou c'est égal à 1. On va l'appliquer à ça, en remplaçant V par ohm de CVW, on va le remplacer là-dedans. Le caractère, ici, on l'a trouvé là, et ça va nous donner la forme ici. Et le 0, 1 qu'on a en dimension, eh bien, c'est exactement le fait que ça va être pas encore une base orthonormée, mais une famille orthogonale. Une famille orthonormée, je devrais dire. Voilà. Maintenant, pour dire que c'est une base orthonormée, c'est un petit peu plus impliqué. Je vous laisse regarder dans une référence, voilà, dans votre référence préférée. Voilà. L'idée, c'est de regarder une application qui est centrale, une fonction centrale, qui serait orthogonale à tous les caractères, et voir qu'elle est nulle. Voilà. Et ça, c'est pas trop difficile, mais bon, disons que ça s'improvise pas. Voilà. Bon, bref. Donc là, maintenant, je suppose que vous connaissez maintenant, je vais supposer que vous connaissez la théorie des caractères, en tout cas, ceci. Alors maintenant, on va voir
les applications de ce théorème. Ce théorème, il est magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce que il a énormément de corollaires, énormément d'applications. C'est ça qu'on va voir là.